Donc, cette toolbox est mise en ligne sur GitHub sous licence MIT. Donc, comme son nom l'indique, elle se base sur la méthode modale de Fourier, FMM. Elle est sous forme en fait de librairie de fonctions et de classes MATLAB, et elle se veut d'être d'utilisation simple, facile, on va dire rapide sous environnement MATLAB, et avec l'ambition d'être un outil en constante évolution pour introduire des nouvelles fonctionnalités. Donc, cette toolbox permet avant tout de résoudre numériquement les équations de Maxwell. Donc, elle s'appuie sur une discrétisation, on va dire, de la géométrie pour identifier les différents milieux ayant des propriétés optiques différentes. Par comparaison avec la méthode des éléments finis, qui utilise un maillage irrégulier, épousant parfaitement la forme des particules, euh, la, la méthode de modèle de Fourier, un peu comme la différence finie, donc repose sur une discrétisation régulière, on va dire, approximative, qui permet de différencier les différents milieux pour calculer la transformée de Fourier de la permittivité électrique et de la perméabilité magnétique. Ce qui nous amène en fait à parler un petit peu rapidement de la méthode de modèle de Fourier. Donc, il s'agit de modéliser des milieux périodiques, comme l'indique cette figure, avec des particules à flanc oblique, sur cet exemple. Donc, cette méthode, en fait, consiste à décomposer le champ électrique, champ magnétique, en séries de floquets, sur chaque tranche, qui est définie par donc, comme ici, avec différentes en fait tranches, ayant en fait des propriétés physiques invariantes en Z. Donc, les équations de Maxwell dans l'espace de Fourier, dans ce cas, se réduit à cette équation différentielle en Z sur les composantes tangentielles des champs E et H, qui sont les composantes contenues à travers les interfaces des différentes tranches. Donc les matrices A et B contiennent entre autres les transformés de Fourier des permittivités et de perméabilité. Donc en fait, ce qui nous amène finalement à résoudre ce système différentiel, c'est d'ordre 2, et qui consiste à la fin à calculer l'exponentielle de ce produit matriciel à travers le calcul de valeurs et vecteurs propres. Ce qui permet après, à la fin, de déterminer les matrices de transfert et ou les matrices de diffraction S pour chaque tranche. Donc je m'arrête à ce niveau d'explication et on va s'intéresser en particulier au code et Symphotonics FMM et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette toolbox. Donc essentiellement, c'est pour modéliser des métasurfaces, hein, des réseaux 1D et 2D, et évidemment des structures multicouches. Donc ça permet de calculer les spectres de réflectivité, de transmittivité pour les deux polarisations, TE, TM, de définir les formes des particules en utilisant la superformule des Gélis. Donc j'expliquerai un petit peu en détail pourquoi j'ai utilisé cette formule et c'est quoi l'intérêt. Donc d'utiliser des matériaux dispersifs à travers les handle functions de MATLAB. On peut réduire le temps de calcul si on a des symétries par rapport à l'axe Y. Et donc aussi, donc ça c'est des développements récents où on a associé aussi la méthode de différence finie couplée à l'approche des matrices S pour réduire de façon significative le temps de calcul. Donc j'évoque ces deux parties-là pour le modèle réduit
qui se base sur la décomposition en valeurs singulières et le calcul des quasi-normal mode. Donc, j'évoque que ça existe, mais je ne vais pas les développer dans la démo, faute de temps. Et donc, évidemment, on peut visualiser les distributions de champs de façon intuitive, utiliser les moyens de calcul parallèle, donc via la toolbox de calcul parallèle de MATLAB. Et sur le lien, il y a un certain nombre d'exemples qui permet aux utilisateurs d'apprendre rapidement l'utilisation de la toolbox. Donc, c'est-à-dire modéliser un problème donné, on a besoin essentiellement de ces trois fonctions. setGeom pour définir les paramètres géométriques de la structure. Spectrum, cette fonction permet de calculer les matrices S et de calculer les spectres de réflectivité et de transmittivité. Et Field pour calculer la distribution de champs. Une autre option en fait pour le calcul de champs avec la fonction calcul field FMM qui s'appuie en fait sur le calcul des matrices S données par Spectrum. Et pour la visualisation, on peut utiliser VisiField FMM. On peut aussi avoir besoin de visualiser en fait ce qu'on a conçu comme structure. Après avoir défini les paramètres géométriques avec setGeom. Donc, on peut vérifier la discrétisation des domaines avec MeshLayer et le visualiser avec VisuMesh. Enfin, on peut aussi utiliser une fonction qui s'appelle IndexVal, qui utilise en fait une bibliothèque de données, de matériaux, des indices en particulier en fonction des longueurs d'onde, incorporés dans la toolbox. Donc, commençons par le commencement, en fait. Donc, c'est comment définir la géométrie et le tableau des indices de réfraction associés. Donc, si on part par l'exemple le plus simple, un multicouche, hein, avec des couches homogènes, des matériaux homogènes, il n'y a pas de réseau. Donc, la géométrie, il y a tout simplement la liste des épaisseurs, des hauteurs de chaque couche. Et donc, il faut les définir dans un tableau MATLAB et du haut vers le bas. La même chose pour le tableau des indices, que je l'ai appelé index, on peut l'appeler comme on veut, hein. Donc, c'est aussi un tableau MATLAB lorsqu'il s'agit des indices constantes. Et ça, en commençant par le milieu haut, c'est posé semi-infini avec un sup, puis la liste des indices des réfractions des différentes couches, du haut vers le bas, et à la fin, l'indice du milieu substrat, on va dire, c'est posé semi-infini. Donc ça, c'est le cas des indices constants. Maintenant, s'il y a un des milieux dispersifs, il faut passer, par exemple, c'est cette couche-là, la couche PM couche, là, qui est un milieu dispersif. Là, il faut utiliser des handle functions. Si on utilise indexval, ça sera de cette façon-là, avec le nom de matériau. Et de passer de tableau simple, MATLAB, à un cell array, donc avec les accolades. Maintenant, si, il y a un réseau, et là, il faut utiliser setGeom, la fonction setGeom, pour définir les différents paramètres, qui s'appuie en fait sur l'utilisation de la superformule de Gélis. Donc, cette formule, en fait, permet d'utiliser, en fait, ou bien de définir plutôt des formes diverses et variées, simples ou complexes, avec seulement 6 paramètres. Donc, A et B, M, N1, N2 et N3. Donc, Gélis, c'est un chercheur biologiste ou botaniste, en fait, qui cherchait en fait à trouver une formule, on va dire, générale, qui permet de reproduire des formes dans la nature, différentes formes dans la nature. Exemple, des formes de feuilles ou bien de pétales de fleurs.
Et cette formule-là, comme elle est présentée ici, donc il fallait définir les A et B, donc qui sont des dimensions en X et Y. Donc c'est assimilé à des rayons, si c'est un cercle. Et les coefficients m, n1, n2, n3, et ils définissent la forme de la particule. Donc si je prends l'exemple A égale à B et m égale à 4, n1 égale n2 égale n3 égale à 2, ça fait l'équation du cercle. Donc pour cette géante, on va définir la liste des paramètres importants pour un réseau comme ça, par exemple 2D. Donc il fallait donner la période en X, la période en Y, les différentes hauteurs des différentes couches et les coefficients Mn. Donc s'il n'y a pas, par exemple sur cette couche, il n'y a pas d'inclusion, on met un tableau vide. Et pour AB, donc c'est les coefficients A et B. De la même façon, s'il n'y a pas d'inclusion, c'est un tableau vide. Il y a aussi des paramètres optionnels, angle de rotation, si on veut tourner la particule dans un sens ou dans l'autre. Déplacement, si on veut la déplacer, parce que par défaut, elle est centrée au centre de la cellule. Et NIM-SD, c'est des numéros de sous-domaine. S'il y avait plusieurs particules, qu'on veut les différencier par leurs matériaux, ils ont voilà, des propriétés optiques différentes. Et MPX, MPY, c'est le nombre de points de discrétisation en X et en Y. Donc, si je reviens à définir maintenant les tableaux géants et index, donc le tableau géant, ou bien c'est une structure maintenant, qui contient différents paramètres. Donc, on donne le nom de paramètre et sa valeur dans un ordre quelconque. Et puis le tableau des indices, comme tout à l'heure, hein, du haut vers le bas, en commençant par le milieu semi-infini haut. Et lorsqu'on arrive au réseau, là, on va définir un tableau des indices. Un tableau, donc, lorsqu'il s'agit d'indices à valeur constante. Donc, c'est un tableau avec la liste des autres indices, mais dans un seul array. Maintenant, s'il y a dans ce réseau un milieu dispersif, ben, il faut utiliser handle function et remplacer le tableau MATLAB ici par un seul array. Donc, ça fait un seul array dans un grand seul array. Voilà. Et donc, de cette façon, on définit complètement les indices des différents milieux. Donc, une fois, donc bon, je donne quelques exemples quand même qu'on peut avoir avec cette super formule en fonction des différents paramètres Mn. Donc, vous l'avez probablement remarqué que le premier paramètre M, là, qui est égal à 4 ici, ou bien 3, 5, 8, donc il donne à peu près le nombre de, on va dire, de ventres ou de nœuds de la particule, ou bien 10 coins. Donc ici, si c'est 3, ça fait un triangle. Si c'est 5, ça fait l'exemple d'une étoile, etc. Et pour le cas simple d'un carré ou bien d'un rectangle, donc Mn est égal à 4, 0, 0, ou bien tout simplement on peut utiliser aussi 4. Et donc, une fois on a défini les différents paramètres avec cette géome, on peut vérifier est-ce que la discrétisation est correcte ou pas en utilisant MeshLayer avec le paramètre géome et on visualise la structure de ce qu'on appelle maillage mesh produite par MeshLayer avec VisiMesh. Donc, vous l'avez peut-être constaté que je suis un peu influencé par la logique des éléments finis et le maillage. Donc, ça, c'est mon histoire qui me rattrape. Mais je l'ai utilisé quand même parce que c'est un outil assez simple pour aussi bien différencier les différents milieux et leur attribuer les indices associés. Et donc, par défaut, s'il y a une seule inclusion dans une cellule, donc l'inclusion, elle va être numérotée à 1 et le milieu environnant numéroté à 2. Et de cette façon, lorsque je veux remplir mon tableau index, je sais attribuer l'indice en fonction des numéros des matériaux. Donc, quelques exemples qu'on peut reproduire et produire facilement avec cette toolbox, hein. Si je cite ici l'exemple de Corchel, ici, donc on voit il y a trois matériaux avec trois couleurs, donc trois numéros de sous-domaine
pour leur associer des indices différents. Ici, avec le bowtie, on a par exemple ici deux triangles où il y a un qui a subi une rotation égale à pi, donc il faut utiliser l'option angle, et qu'ils ont aussi été déplacés par rapport au centre avec une translation en X de façon opposée. On peut aussi facilement générer une supercellule avec plusieurs particules de tailles différentes ou bien aussi de, de classes ou bien de positions un peu aléatoires. On peut facilement aussi générer des réseaux de cônes ou bien des surfaces libres pour un réseau 1D ou bien 2D de cette façon-là. Bon, j'ai plein d'exemples, mais bon. Voilà. Donc, une fois on a défini donc, le matériau, donc on peut aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, utiliser une bibliothèque de données. Évidemment, on peut utiliser nos propres données, hein. Mais si on veut exploiter aussi ce qu'il y a dans la toolbox, donc il y a une bibliothèque avec séquences matériaux, composée de noms de matériaux, les tableaux des indices, partie réelle, partie imaginaire, la référence, d'où ça vient ces données-là, et puis une fonction, une handle function associée à chaque matériau. Donc, elle peut être de forme analytique, comme celui-là, ou bien qui utilise indexval avec le nom de matériau et la valeur de longueur d'onde, qui fait des interpolations sur ces tableaux. Voilà. Donc, un exemple rapide, si je fais indexval avec l'or et je donne la valeur de la longueur d'onde en micromètres, ça va donner la valeur de l'indice. On peut donner une liste de matériaux, ça donne la liste des valeurs d'indices. Et si je donne que le nom des matériaux, il va être associé plutôt à la handle function relative aux matériaux. Donc, une fois on a défini la géométrie et le tableau des indices, donc on peut faire pas mal de calculs, en particulier le calcul du spectre de réflectivité et de transmittivité, donc ça c'est RT total. Et les paramètres d'entrée, ça va être tableau des indices, la géométrie, tableau de longueur d'onde, tableau d'indice, d'angle d'incidence, et un paramètre supplémentaire pour préciser est-ce que c'est éclairé par le bas, donc c'est -1, éclairé par le haut, c'est +1. Donc ça, c'est le cas simple de multicouche, il n'y a pas de réseau. Maintenant, s'il y a un réseau 1D, il fallait ajouter le paramètre mx, nombre de termes de Fourier, en x, et si c'est 2D, donc il fallait le nombre de termes de Fourier en x et en y. Voilà. De façon générale, Spectrum peut être utilisé avec, voilà, en ajout à la liste index géant lambda, θ et ins, des paramètres avec leurs valeurs. Donc, dans le cas particulier où il y a un seul paramètre de sortie et qu'on fait le calcul avec une seule valeur de longueur d'onde et une seule valeur d'angle d'incidence, ça va donner une structure qui contient les différentes matrices S pour les différentes couches qu'on a utilisées pour le calcul des spectres. Les différentes options, on a sim Y. Si c'est égal à 0, ça fait le calcul que en Tm. Si c'est 1, ça fait le calcul que en Te. Num, c'est pour avoir des ordres de diffraction qu'on souhaite calculer en particulier. Phi 0, c'est l'angle azimutal. Et impair, c'est le cas particulier de miroir de Bragg où on donne le nombre de périodes. Maintenant, pour le calcul de champ, donc c'est calculé pour une valeur donnée de longueur d'onde, une valeur donnée d'angle d'incidence en un point, le long des lignes, sur des surfaces, des coupes voilà, dans les plans XY ou bien XZ, sur une grille 3D ou bien un tableau de coordonnées. Donc il y a deux façons. J'utilise la fonction field qui va me donner le champ E et H pour les deux polarisations avec les mêmes arguments que la fonction spectrum. Sauf que dans la géante, il faut mettre à jour, donc on utilise ce qu'on a défini avant, et le mettre à jour
pour lui ajouter les valeurs ou bien les lignes, les différentes valeurs de x, y, z qu'on souhaite calculer. Par défaut, c'est au centre, donc x égale 0, y égale 0, z égale à 0. Sinon, il faut préciser les valeurs en x, y, z dans la structure géante. La deuxième méthode, ça passe par le calcul des matrices S avec Spectrum. Et après, on utilise calcul field FMM en utilisant la structure S et la géométrie, ou bien X, Y, Z, ou bien un tableau de coordonnées. Voilà. Après, pour la visualisation, on peut évidemment utiliser nos propres outils, hein, MATLAB ou bien Python ou autre chose, ou bien utiliser la fonction qui existe dans la toolbox qui s'appelle plotqf RTA pour présenter des courbes ou bien des nappes en fonction d'angle d'incidence et de longueur d'onde. Et pour la visualisation du champ, on peut utiliser VisiField FMM. On donne le vecteur à visualiser et dans quel, c'est-à-dire la géométrie où on veut présenter le graphe. Donc ça peut être une courbe ou bien un plan ou bien une grille. Voilà. Donc je finis un peu avec ça pour parler des développements récents où on essaie en fait de faire, c'est-à-dire gagner en temps de calcul pour des cas un peu particuliers. Par exemple, lorsque on se trouve avec un réseau de très faible épaisseur ou bien un réseau de très grande taille, où on a besoin de beaucoup de termes de Fourier. Donc, passer par le calcul des matrices S, ça veut dire calcul des valeurs et vecteurs propres, c'est une opération assez coûteuse en temps de calcul. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt de passer à résoudre cette équation différentielle avec la méthode des différences finies, en discrétisant en fait le réseau le long de l'axe Z, et on essaie de calculer à chaque niveau les différents coefficients de Fourier des champs E et H. Donc, à titre d'exemple, donc ça c'est un calcul déjà fait, c'est un réseau. Si je prends mx égale my égale 50, et pour une seule subdivision, donc le gain en temps de calcul est de l'ordre de 30, ce qui est très très important. Et pour utiliser cette fonctionnalité, dans Spectrum ou bien dans Field, il suffit d'ajouter un paramètre qui s'appelle nsub, donc nombre de subdivisions, où on définit un tableau où pour chaque tranche, il faut définir le nombre de subdivisions. Et en particulier, on ne le fait que pour les réseaux, parce que pour les couches comme ça homogènes, il ne faut pas les subdiviser. Il vaut mieux calculer une matrice S de façon analytique, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, je vais finir à vous rappeler que dans le lien, il y a pas mal de fichiers qui sont des tutos pour bien apprendre à utiliser la toolbox, donc sous forme de live editor MLX, là, où il y a le code et les résultats en même temps, ou aussi il y a aussi d'autres exemples un peu pratiques. Et je vais finir en fait avec une démo. Donc, ici, des travaux d'un groupe des laboratoires, du groupe biophotonique. Euh, donc, il s'agit en fait à modéliser une biopuce à placement de surface. Et on va passer d'exemple le plus simple vers l'exemple le plus compliqué. Donc, le cas le plus simple, c'est un film d'or posé sur un prisme, éclairé par un faisceau par le bas. Et on cherchait à générer un placement de surface entre l'or et l'eau. Donc, le cas d'après, un peu voilà, plus compliqué, c'est d'ajouter un réseau sur le film d'or. Donc, c'est des traits, donc un réseau 1D. Et après, on va passer au réseau 2D. Voilà. Donc, moi, je vous propose maintenant directement à passer à la démo et on gardera les questions à la fin. Donc, je vais changer. Voilà.
Attends, changer le lien. Il est où? Voilà. Est-ce que c'est bien visible le fichier MATLAB? Très bien, merci. Donc, comme je l'avais indiqué, donc on va commencer par l'exemple simple de film d'or. Donc, le substrat, ça va être le prisme, donc considéré comme un milieu semi-infini, qui est en SF10. Et le O, c'est de l'eau. Donc, dans l'optique, en fait, voilà, avoir la résonance et de pouvoir en fait détecter des molécules, des ADN, des choses comme ça, qui vont en fait déplacer cette résonance. Donc mes données, j'ai pris la longueur d'onde égale à 830 nanomètres, sachant que toutes les données sur cette toolbox, il est en micromètres. Donc, que ce soit pour les longueurs d'onde ou bien pour les paramètres géométriques, et les angles en radians. Et donc, on va s'intéresser à voir le spectre en fonction d'angle d'incidence entre 50 et 60 degrés. Comme je vais éclairer par le bas, donc le paramètre ins est égal à -1. Donc ici, on définit l'indice de l'eau, 1,333, l'indice des substrats, qui est SF10, 1,7, et l'indice de l'or. Donc pour 830 nanomètres, c'est cette valeur-là. Mais si on veut faire aussi une discussion en fonction de la longueur d'onde, donc je vais utiliser une handle function ici avec index val. Et voilà, je vais utiliser l'or. Pardon. Voilà. Donc ça génère une handle function qui fait des interpolations sur un tableau prédéfini des indices. Donc maintenant, le tableau des indices, donc c'est un cell array où on va définir le milieu en haut, les différentes couches et le substrat. Donc, on va voir l'indice de milieu haut, c'est de l'eau. L'indice de l'or, donc c'est un handle function. Et l'indice des substrats, comme suit. Et puis, pour la géométrie, donc, il y a une seule couche à définir, la couche de l'or. Et on peut définir tout simplement la géome égale l'auteur de or, ou bien on passe par cette géome, c'est pas grave aussi, même si c'est un seul paramètre, où on donne la hauteur égale à hauteur de l'or. Voilà. Et donc la deuxième section, c'est pour calculer le spectre en fonction d'angle d'incidence. Donc j'ai ma fonction spectrum que, voilà, si je fais la parenthèse, ça s'affiche les différents paramètres à remplir. Donc index, les paramètres géométriques, ici il n'y a que la hauteur. Le tableau lambda, donc on a une seule valeur, on va s'appeler lambda. Le tableau d'angle d'incidence et la valeur 1, ce qui est égal à -1. Et je vais utiliser plotQF RTA pour visualiser la réflectivité TM et la réflectivité en TE. Donc ça fait, lorsque j'écris ça, ça fait lambda, il faut donner lambda, le tableau d'angle d'incidence, θ, et RTM, je vais faire, et RTE, comme ça. Voilà. Donc, je lance. Donc là, on voit bien les courbes pour les deux réflectivités. Donc en TM, qui est plus intéressant, c'est là où il va générer le placement de surface, et TE qui est à peu près toujours presque égal à 1.
Maintenant, si j'ajoute une couche biologique qui va se poser, on va dire, sur le film d'or, donc entre l'or et l'eau, donc elle va se positionner à ce niveau-là. Donc cette couche, je l'ai pris égale à 5 nanomètres. L'indice de cette couche biologique, je vais le prendre égal à 1,4. Pour la géométrie, il va avoir un tableau de deux hauteurs. Je commence toujours par le haut, hauteur de la couche biologique au début, et après hauteur du film d'or. Pour les indices, je vais avoir toujours l'eau, qui est milieu semi-infini en haut, et après l'indice de la couche biologique, puis l'indice de l'or, et puis l'indice des substrats. Avant, je l'ai défini à une valeur 1,7. Je peux aussi considérer qu'il est dispersif et je peux utiliser donc un DexVal avec le nom des matériaux associés qui est le SF10. Voilà. Et je calcule avec Spectrum, avec les paramètres qu'il faut, avec le nouveau tableau index et le nouveau tableau de Géant 1. Je fais le calcul ici et ça va donner en fait les deux réflectivités en TM lorsqu'il n'y a que le film d'or et le décalage observé lorsqu'il y a les couches biologiques posées sur le film d'or. Maintenant, si je veux calculer le champ le long de Z, pour estimer, on va dire, épaisseur de pénétration du champ, je vais repérer la position de résonance. Ici, tout simplement, avec la position minimum de la réflectivité. Bon, on peut faire un petit programme d'optimisation qui calcule ça. Et après, donc, euh, dans Geom, donc ce que j'ai comme structure, là, je vais les mettre à jour en ajoutant les valeurs de Z où je veux faire des calculs, hein. C'est un tableau de valeurs qui varie, par exemple, de moins 0,3 jusqu'à 1 micron, et je prends une centaine de points. Et donc, ça, par défaut, les X et Y, ça va être égal à 0. Et pour le calcul de champ, donc on va utiliser la fonction field, et je vais utiliser en fait les mêmes paramètres que Spectrum. Je monte un peu en haut, je prends les paramètres ici, voilà, voilà. Sauf que pour θ, c'est θ que j'ai repéré la position où la réflectivité est minimale, qui correspond à l'absorptivité maximale. Donc, à cet angle-là, je vais calculer le champ E et H. Je vais juste afficher l'intensité de champ électrique de façon aussi, peut-être de deux façons. Voilà. Si, hop, je calcule. Donc là, ici, la position, c'est 54 degrés et le champ représenté avec VisiField FMM sous cette forme-là. Maintenant, si je veux calculer sur un plan une coupe XZ, j'ai à prendre toujours la même structure géant que j'ai définie avant et j'ajoute un axe sur l'axe X, les valeurs de X que je vais calculer pour calculer une coupe dans le plan XZ. Donc avec l'InSpace, je peux par exemple le calculer entre moins lambda et plus lambda. Et je vais prendre aussi A. Et je prends aussi une centaine de valeurs. La fonction field, c'est toujours la même chose. Et je vais visualiser en fait la partie réelle de HY.
Voilà, on trouve un peu l'image classique qui montre le placement de surface à l'interface OR-eau. Donc, si maintenant je veux calculer euh, une nappe pour l'absorption en fonction de longueur d'onde et l'angle d'incidence, donc j'ai à définir deux tableaux, un tableau pour θ qui est prédéfini avant et un tableau pour lambda. Donc, je vais faire l'inspace de 500 nanomètres jusqu'à 900 nanomètres avec une cinquantaine de points. Donc, spectrum, c'est toujours la même chose. Et donc, je vais après présenter l'absorptivité, donc 1 moins R moins T, en fonction de lambda et de θ. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de bêtises? C'est l'inspace. Voilà. Donc, temps de calcul. Donc là, j'ai pas activé sur la station de calcul le calcul parallèle. Donc, c'est pas grave. Comme ça, on se fait une idée déjà même sans calcul parallèle. Donc, pour 500 points, il a mis une douzaine de secondes. Et donc, ça fait, on voit bien le graphe de l'absorption en fonction de θ et de lambda. Maintenant, si je passe à un réseau 1D, donc comme l'indique cette figure, donc on va se trouver avec un film et après un réseau euh, donc où j'ai pris à peu près dans les mêmes conditions de tout à l'heure pour la longueur d'onde et pour aussi l'angle d'incidence. On éclaire toujours par le bas. On a toujours les mêmes matériaux, sauf maintenant pour le tableau d'indice. Donc au début, on définit l'indice de l'eau, de milieu eau, et après, donc c'est le réseau. Donc, le réseau, comme il y a un milieu dispersif, donc on met dans un seul arrêt. Et donc, le premier domaine, parce que comme il y a une seule inclusion, donc c'est toujours le trait, ou bien l'inclusion, ou bien la particule qui va être numéro un. Donc, ça va être l'or. Et puis, le milieu environnant, c'est l'eau. Voilà. Et le film, après, c'est de l'or. Et après, c'est le substrat. Donc pour les dimensions, j'ai pris 15 nanomètres pour l'épaisseur du réseau. L'épaisseur des films, j'ai gardé toujours 50. La période en X, 400 nanomètres. Et la largeur des traits, c'est 200 nanomètres. Donc ce qui fait que je dois définir mon set géant. Avec les hauteurs, on a des hauteurs, donc hauteur des réseaux, hauteur des films. La période en X, je l'ai appelée paire X. Maintenant, les coefficients AB. Donc, comme on est en 1D, il n'y a que A à définir. Donc, ça va être WX sur 2. Et pour Y, c'est inf. Et MN, donc, comme c'est un trait, donc c'est 4 ou bien 4, 0, 0. Donc, on va visualiser ça avec Mesh Layer pour vérifier ce qu'on a bien défini notre géométrie. Et donc, comme paramètre d'entrée, c'est géant. Et pour visualiser, on va utiliser VisiMesh. VisiMesh avec les structures mesh. Donc, si je fais ça, donc j'ai voilà ma géométrie. Ah, j'ai oublié un truc là. Donc, comme il y a deux milieux, il fallait définir le réseau et puis le film. Donc, c'est un milieu où il n'y a pas d'inclusion, donc c'est vide pour AB. La même chose pour MN. Il fallait définir pour chaque partie, donc le réseau, et après pour le film, comme il n'y a rien, je fais un milieu vide, et ça fait ça. Donc voilà, ça c'est un réseau, et le film qui est au-dessous. Voilà.
Donc, pour le calcul des spectres, c'est comme d'habitude, on définit l'indice, la géométrie, longueur d'onde, θ, et maintenant, il faut ajouter mx, donc que je vais prendre égal à 21. Ça veut dire, en fait, pour les termes de Fourier, ça varie de moins 21 à plus 21. Voilà. Et je vais visualiser RTM et RTE comme tout à l'heure. Hop, calculer. Et donc voilà, ça fait ce spectre-là pour TM et TE, pour ces réseaux. Et si je veux, par exemple, calculer la distribution du champ sur un plan XZ, donc il fallait prendre la structure que j'ai définie, géant, là, avant, et réactualiser pour ajouter les valeurs pour Z et X. On va calculer le champ. Donc j'ai repéré, comme tout à l'heure, la valeur, la position où il y a RT minimal, et avec field, comme tout à l'heure. Donc c'est le même paramètre que spectrum. Et j'ai augmenté un peu le nombre de termes de Fourier pour que ça fait une image un peu plus jolie. Et je vais visualiser EZ et le valeur absolue, le module de HY. Je fais ça. Voilà, donc ça fait EZ et HY. Maintenant, si je passe un réseau 2D, donc j'ai à peu près toujours les mêmes paramètres, lambda, θ, les matériaux. Le tableau d'indice, c'est le même, parce que c'est le milieu en haut, c'est de l'eau. Et après, c'est le réseau, comme tout à l'heure. Donc, on a particules et milieu environnement. Et puis le film d'or. Et puis le substrat. Et donc, les paramètres géométriques, j'ai rien changé, sauf que j'ai ajouté la période en Y et la largeur de l'inclusion, ou bien de la particule, en Y. Maintenant, pour Géom, il faut ajouter la période en Y. Voilà, per Y comme ça. AB, il faut le définir comme tout à l'heure, sauf qu'il y a WX sur 2 et WY sur 2. Et pour le film, je fais un tableau vide. Et même chose pour MN comme tout à l'heure. Donc je vérifie, hop, et là ça me donne donc voilà la particule, son milieu environnement et le film qui est en bas. Donc pour calcul du spectre, c'est un peu la même chose, sauf qu'il faut ajouter MX et MY. Et là, comme c'est un calcul à réseau de D, donc je vais prendre un nombre de termes de Fourier beaucoup plus limité parce que le temps de calcul est beaucoup plus important avec le réseau de D comparé au réseau 1D. Donc ici, je n'ai pas pris des symétries, je peux le prendre en compte pour ce cas-là, c'est vrai. Et je crois ça a mis à peu près 32 secondes. Donc c'est pas énorme pour une centaine de points à calculer. Voilà, donc ça fait la figure ici. Il a mis, non, 23 secondes, pardon. Si je veux maintenant un peu gagner un peu de temps avec la méthode des différences finies, eh ben, je prends la même chose que j'ai définie tout à l'heure hein, pour spectrum et je lui ajoute nombre de subdivisions pour le réseau, un sub, voilà, un sub, voilà, comme ça. Je définis un tableau. Pour les réseaux, je vais prendre 3 et pour le film, 0, il n'y a pas de subdivision. Et donc, hop, je lance le calcul. Et pour cet exemple-là, je crois, le gain en temps de calcul est de l'ordre de 3 ou 4. Donc, ça fait à peu près 7,8 secondes. Mais en fait, le temps de calcul, le gain, il est toujours beaucoup plus important lorsque les termes de Fourier ils sont beaucoup plus élevés. Maintenant, si je veux, par exemple, présenter la distribution de champs dans le plan XY, donc j'ai pris pour Z donné,
j'ai défini le tableau en X, en Y, et j'utilise la fonction field avec les mêmes paramètres que Spectrum, sauf que j'ai mis 20 termes de Fourier pour avoir toujours une présentation un peu plus jolie. Et là, je présente le module de EZ et le module de HY. Hop, je lance. Ça fait, je crois, pour ce calcul à peu près 8 secondes. Donc ça va arriver. Voilà ce que j'ai fait pour module de EZ, module de HY. Donc ce qui est intéressant maintenant, si je change d'autres particules, ici par exemple, voilà, losange, ça fait ça. Attends. Hop, voilà. Si, hop, 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 hop. Si je veux passer, donc ça, si j'ai défini la particule losange, et il fallait préciser le nombre de points pour chaque tranche pour la discrétisation, donc en X et en Y. Maintenant, si je veux plutôt utiliser un cercle ou bien une ellipse, je peux prendre la même géométrie et je modifie que les paramètres Mn. Donc, ils sont là, hein. Hop, si je fais ça, voilà. Euh, il manque quelque chose ici. Voilà, donc ça fait pour des cercles. Si je reprends le calcul, j'ai rien à changer. Par exemple, si je calcule ça, il va se calculer comme avant. Juste la géométrie a changé. Les matériaux, ils sont un peu les mêmes puisque j'ai une seule inclusion. Voilà. Si je veux ajouter, par exemple, un corchel autour des cylindres, donc d'épaisseur WX sur 10, j'ai pris, par exemple. Hop. Donc, il suffit que j'ajoute dans le tableau ici, donc c'est un corchel par exemple aussi avec toujours une forme cylindrique, donc ça fait les mêmes paramètres ici. Et pour aussi la géométrie, donc il faut commencer par tracer le premier grand cylindre, après le plus petit. Donc le plus grand, je vais lui ajouter l'épaisseur, E, voilà. Et il fallait les différencier pour les numéros de ce domaine. Comme ça, je peux attribuer les indices beaucoup plus facilement. Donc, je vais utiliser pour le premier, pour le réseau, là, par exemple, le numéro un et 2. Donc, le grand cylindre, ça va être le numéro un, le plus petit, c'est 2. Et pour le film, il n'y a rien à faire. Je mets un tableau vide. Et donc, si je fais ça, hop, donc, ça me donne. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il fait ça? Ah, voilà. Et, il faut mettre un point virgule, en fait, voilà, ici. Voilà, ça fait le cylindre avec le corchel. Et maintenant, si je veux faire le calcul pour cette structure, il suffit de mettre à jour que le tableau des indices. Il est où, le tableau des indices? Il est là. Voilà, je vais le prendre ici. Et je vais associer à cet exemple-là son tableau d'indices. Donc, j'ai le numéro un, c'est le corchel. Je vais supposer c'est la couche biologique. Voilà. N bio. Le numéro 2 qui est le vert, donc c'est l'or. Et le milieu environnant, c'est l'eau. Le film, c'est l'or, ainsi de suite. Donc, je peux, comme ça, voilà, les exécuter pour vérifier, voilà, pour voir les couleurs, en fait, leur association avec les différents numéros. Et le tableau d'indices, c'est celui-là. Et donc, je reprends mon calcul ici rapidement avec cette nouvelle géométrie et ce nouveau tableau d'indices. Donc, il va le prendre en compte beaucoup plus facilement. Voilà, on voit un peu l'effet des corchets.
J'ai terminé. Si vous avez des questions, ils sont les bienvenus. Merci beaucoup, Monder, pour cet exposé très clair et très didactique. N'hésitez pas si vous avez des questions. On lève la main ou comment on fait pour Oui, poser des... vous pouvez prendre la parole ou lever la main, comme vous voulez. Salut Mander, très très Oui, belle bonjour Denis. présentation. Ah, c'était des belles images, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est très didactique. Je suis très intéressé par ta méthode, la différence finie pour calculer les matrices S. Euh, Dis-moi, tu peux simuler jusqu'à quelle taille de métasurface désormais? À peu près en nombre de piliers, tu vois, des ronds, grosses mailles, quoi. Bah, en fait, j'avais fait un test